Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle série sur la chaîne intitulée La tragique histoire du bulldozer samoan Umaga, avec 4 épisodes qui sortiront ces prochaines semaines. Vous y découvrirez la vie incroyable d'Umaga, cette superstar qui a marqué toute une génération de fans. Vous apprendrez comment la WWE a créé un de ses plus gros monstres alors qu'il avait déjà été viré par le passé. Les épreuves très difficiles auxquelles il a dû faire face dans sa vie personnelle et qui ont fini par avoir raison de lui. Mais aussi ce que des collègues comme Jeff Hardy et Bobby Lashley pensent de l'être humain qu'il était et comment un de ses fils se prépare à prendre sa relève. N'hésitez pas à faire comme Roger numéro Uno qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, la tragique histoire du bulldozer samoan Umaga. C'est parti. Bien avant de devenir le bulldozer samoan, Umaga, de son vrai nom Edward Fatou, même si dans sa famille on le surnomme Eki, est né le 28 mars 1973 au Samoa américaine. Et il n'est pas né dans n'importe quelle famille. La dynastie samoane des Anoa'i. Dans cette famille, on retrouve, tenez-vous bien, Afa et Sika, ses oncles, qui formaient l'équipe légendaire des Wild Samoans dans les années 80 à la WWE et qui ont été intronisés au Hall of Fame en 2007. Son cousin, Yokozuna, une autre superstar légendaire qui avec son personnage de sumo a marqué les années 90 et qu'il se fera tatouer sur l'avant-bras. Son autre cousin, The Rock, peut-être le catcheur le plus connu du business et aujourd'hui un acteur à succès à Hollywood. Il a même un autre cousin, un certain Roman Reigns, le Tribal Chief, qui depuis 2020 écrit l'histoire à la WWE et qui jour après jour s'affirme comme un des plus grands de tous les temps. D'ailleurs, dans la fameuse Bloodline, les Usos et Solo Sikoa sont tout simplement ses neveux. En apprenant tout ça, on peut que se dire « Oulala, quelle famille incroyable !» Et pourtant, c'est pas tout. Il y a aussi ses deux frères qui ont environ 8 ans de plus que lui, le Tonga Kid, qui a été à la WWE dans les années 80, et Rikishi, dont les petites danses et le stink face ont marqué l'attitude era. On voit déjà qu'en naissant dans une telle lignée, son destin de catcheur semblait tout tracé, qu'il avait le business dans le sang. Même physiquement et génétiquement, il était fait pour la discipline, puisqu'à l'âge adulte, celui qui deviendra plus tard Umaga faisait environ 1m93 et pesait 159 kg. Jim Ross, le plus grand commentateur de l'histoire, dit à propos des Samoans: ils ont des poignets et des chevilles larges, épais. Ils sont différents génétiquement. Ils sont faits pour les sports de combat ou le football américain. Même au niveau de son alimentation, Eki était un ogre, puisque selon son fils Zilla, dont on aura l'occasion de reparler, ça lui arrivait souvent de manger dans un saladier 5 boîtes de nouilles avec des œufs et plein de mayonnaise. Apparemment, il adorait la mayonnaise. Et pour l'anecdote, même les Usos ont pu dire que les Samoans mettent de la mayonnaise partout, que c'est un peu leur péché mignon. Zilla est d'ailleurs lui-même surpris que son père ne soit jamais allé à une compétition de gros mangeurs, parce que selon lui, il aurait gagné haut la main. De toute façon, tout au long de sa carrière, l'alimentation a été un point sensible pour le Samoan. Il a lui-même dit un jour « L'entraînement le plus dur pour moi, c'est la diète. Je peux tout faire, mais en ce qui concerne le respect d'une diète et la perte de poids, c'est l'entraînement le plus dur que j'ai jamais eu. » Et pourtant, comme vous allez le voir, son destin tout tracé de catcheur ne va pas forcément s'écrire comme on aurait pu l'imaginer. Rikishi raconte qu'à la base, son frère était censé devenir un joueur professionnel à la NFL aux États-Unis, où il n'a pas été élevé, puisqu'il a grandi dans les îles Samoa, où il était vraiment une star quand il jouait au football américain au lycée. Selon son frère aîné, à cette époque, il faisait déjà à peu près 105 kg et 1m90 dans sa 2e année. Et il a aussi raconté un autre détail marrant. Dès le lycée, Umaga était le seul qui jouait au foot américain pieds nus. Tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à courir en étant dans des crampons. Un détail amusant quand on sait que des années plus tard, ça deviendra une de ses marques de fabrique de catcher pieds nus.
C'est justement au lycée qu'il va rencontrer sa future femme, avec qui il aura 4 enfants. Ils vivaient dans le même village sur leur île, et elle-même raconte qu'au début, elle était vraiment pas fan de lui, parce qu'il avait apparemment le boulard, vu qu'il était le meilleur au foot américain, et que toutes les filles voulaient sortir avec lui. Au final, ils vont quand même bien s'entendre, et ils vont avoir leur premier enfant, alors qu'ils avaient tous les deux que 18 ans, en 1992. À ce moment-là, ils vivent aux États-Unis, et Umaga enchaîne les petits boulots. Il a par exemple été plombier, électricien, il a aussi bossé dans le bâtiment, mais tout ça ne suffit pas pour nourrir sa famille. Surtout qu'il va avoir 3 autres enfants les années suivantes. Le tout dernier, Zilla, étant né en 1999. Alors, dans l'idée de pouvoir mieux subvenir aux besoins de ses proches, il va prendre une décision majeure. Lui aussi va devenir catcheur. Et c'est pourtant quelque chose qu'il ne voulait pas être au départ, notamment parce qu'il voyait la vie infernale que ses frères, le Tongaki et les Rikishi, avaient déjà à la même époque, niveau trajet, voyage quotidien, etc. Et selon sa femme, il détestait le catch. Mais il faut croire qu'il a fini par changer d'avis. Peut-être aussi parce qu'à l'époque, il vivait dans un parc de maisons mobiles, dans des conditions assez précaires. Quand il va annoncer à ses parents, Solofa Senior et Vera, qu'il veut tenter sa chance dans le catch, ils vont lui dire « Oh non! Encore un catcheur! Tu as trop de talent pour le foot américain! Va jouer en NFL plutôt !» Mais sa décision est prise. Il sera la prochaine superstar de la dynastie des Anoa'i. Par chance, ses oncles, Afa et Sika, les Wild Samoans, ont créé leur propre école et Umaga va aller s'y entraîner avec des proches qui en plus sont expérimentés. Un vrai privilège, parce qu'à l'époque, les écoles de catch étaient bien plus rares que maintenant. Il va se faire coacher par ses oncles, par Rikishi et par Yokozuna, qui lui avait déjà été champion de la WWE et fait le main event de WrestleMania. À ses côtés, il aura un autre cousin, Matt Anoa'i, qui lui aussi veut réussir dans ce business et qui a 3 ans de plus que Umaga. On le connaîtra mieux sous le nom de Rosie, et c'est tout simplement le grand frère de Roman Reigns. C'est aussi à noter que Matt est furtivement apparu à la WWE en 1995 et en 1996, quand avec son cousin Samu, il formait The Samoan Gangster Party. Ils n'avaient pas eu de match dans la fédération et étaient juste venus regarder Fatou, quelques années avant qu'il devienne Rikishi, à une période où il avait une gimmick de babyface qui venait du ghetto et qui voulait donner un exemple positif aux jeunes. Ce dernier raconte d'ailleurs à propos de la formation avec les Wild Samoans « On est tous devenus très proches. Nos oncles, Afa et Sika, n'étaient plus juste nos oncles. Ils sont devenus des figures paternelles pour nous. » Après avoir pu bien s'entraîner en famille, Umaga est prêt à démarrer officiellement sa carrière et c'est au Japon qu'elle va vraiment commencer. Il va avoir là-bas ses premiers vrais matchs officiels dans la fédération de la Frontier Martial Arts Wrestling, à partir de mars 1999. Là-bas, il va avoir des matchs en tag team avec son cousin Matt, et ils vont d'abord adopter le nom de Armageddon pour leur équipe, un nom qu'ils vont garder jusqu'en octobre, et ensuite, entre mai et juillet 2000, ils seront les Samoans. Umaga utilisera d'ailleurs son vrai nom, Eddie Fatou. C'est au Japon qu'il gagne le premier titre de sa carrière, le championnat tag team hardcore, le 21 juin 2000. Entre-temps, il avait aussi catché sous le nom de OG ECMO en juillet 1999 à la Power Pro Wrestling, une fédération basée à Memphis, aux États-Unis. À ce moment-là, il a 26 ans, et c'est à noter que le 17 juillet, il a eu un des très rares matchs de sa carrière en équipe avec son grand frère Rikishi, qui se faisait appeler JR Smooth à cette période. Dans un segment de l'époque, on peut l'apercevoir aux côtés de son frère qui est en train de faire une promo. Il y a des chaînes, un bandana, un débardeur, un personnage avec un côté street. Il fait le signe du W de la main pour la West Coast, à la manière des rappeurs Tupac et Ice Cube. Ses années de formation à la dure avec ses proches et ses expériences en tag team avec son cousin Matt vont commencer à payer, puisqu'il va intégrer la Memphis Championship Wrestling, où il aura des matchs entre avril et juillet 2001. Et il faut savoir que cette fédération servait de club-école pour la WWE à ce moment-là. L'American Dragon, on a connu plus tard comme Daniel Bryan, il y a même eu des matchs à cette époque. Il a donc désormais un contrat de développement avec la WWE. Cette fois-ci,
ils se font appeler les Highland Boys. Et encore une fois, ça se passe plutôt bien, vu que le 14 juin 2001, ils gagnent le titre Southern Tag Team contre APA, JBL et Ron Simmons. Cette aventure à la MCW va s'achever prématurément, mais c'est pas de leur faute. La WWE vient de racheter la World Championship Wrestling, le grand rival de l'Attitude Era, et met fin à sa collaboration avec le club école de Memphis pour plutôt faire pareil avec la Heartland Wrestling Association, qui était un club école du concurrent les années précédentes et qui a l'avantage d'être dans l'Ohio, pas très loin de l'Ohio Valley Wrestling, le club école le plus connu où seront formés John Cena, Brock Lesnar et Randy Orton, pour ne citer que. Grâce à ça, les shows télévisés de la HWA pourront être enregistrés dans l'arène de l'OVW avec leur matériel et leur équipe pour faire des économies. Malins comme ils sont. Ils vont rester là-bas d'août 2001 à juillet 2002, avec succès encore une fois, étant donné qu'ils remportent le titre tag team le 14 novembre 2001 contre Shannon Moore et Evan Karagias. Dans un segment datant de septembre 2001, on peut voir Umaga, ou plutôt OG Ekmo, avec son coéquipier Kimo des Highland Boys, être à l'aise, dans une pose très détendue, sûr de lui. Bien joué le gars arrogant, dans la cool attitude. Il ne bafouille pas, malgré son inexpérience au micro. C'est largement Rosie qui parle le plus, mais comme il le dit lui-même, il est du genre à laisser ses actes parler pour lui. On peut remarquer une progression par rapport à un segment du mois de mars 2002, où cette fois-ci, Ekmo, qui porte un bandana, parle bien plus, et plus énergique, et capable d'être en colère si la situation le justifie. En l'occurrence, ils étaient en rivalité avec Lance Cade et Steve Bradley, qui allaient les attaquer quelques secondes plus tard. Il sonne pas du tout mal à l'aise ou ridicule, et on sent que la présence de Rosie et toutes ces années où il a été formé à la dure par ses ancêtres samoans et par d'autres superstars lui ont donné confiance, qu'il est dans son élément. Dans un match à la HWA des Highland Boys avec Tony B contre Val Venis, Steve Bradley et Wade Steele le 15 décembre 2001, on voit qu'il n'a évidemment pas encore la moindre peinture au visage à l'époque, qu'il porte un short noir sur lequel il y a écrit Ekmo, des genouillères, des bottes, des coudières, des bracelets, tous noirs, et un bandana blanc. L'impression que ça donne, c'est vraiment un côté gangsta, ce qui va avec son nom OG, pour Original Gangster Ekmo. Malgré son gabarit imposant, il est capable d'enchaîner et de mettre du rythme dans le match, ce qui peut parfois être un défaut de big guys de manière générale. Il crie pendant ses prises et expressif, aussi bien verbalement que dans la gestuelle, pour remplir ses courts moments entre les prises. C'est aussi à noter que le 29 novembre 2001, il est allé faire un match à la World Extreme Wrestling, la fédération de son oncle Afa. Il a participé à un show en hommage à son cousin Yokozuna, qui est hélas décédé en octobre 2000. Un show auquel ont également participé l'Undertaker et Kane. Dans un autre match à la World Extreme Wrestling en 2002 contre l'équipe des Backseat Boys, c'est génial de voir Ekmo déjà crier, être déjà sauvage dans l'acting, le voir faire un superbe Samoan drop après avoir au préalable propulsé lui-même son adversaire en l'air. Un splash de la 3e corde. Tout ça témoigne vraiment d'une agilité et d'une vivacité qui ont dû taper dans l'œil des officiels de la WWE durant ces années formatrices. Clairement, on sent qu'il est naturel dans le ring et qu'il a le catch dans le sang, ce qui n'est pas étonnant vu sa famille. On notera aussi qu'il porte un collier et que plus généralement, entre ça, le côté sauvage et des éléments du in-ring, on voyait déjà des prémices de son futur personnage de Umaga. Alors que la WWE vire beaucoup des talents du centre de formation pour regrouper tout le monde à l'OVW et ne plus collaborer avec la HWA, heureusement pour lui, avec Matt, il va avoir plusieurs dark matchs à l'automne 2001, notamment contre les Haas Brothers, et a priori, ça a bel et bien convaincu les officiels de le garder pour bientôt le lancer dans le main roster. Comme le dit Jim Ross, qui travaillait aussi dans la compagnie à cette époque, des gars avec la taille et le look de Umaga, tu les trouves pas tous les jours. Il est spécial. Il était capable de prendre des bumps et de vite se relever. Il avait une agilité et une coordination super.
Après plusieurs années à s'entraîner au sein de sa famille légendaire et des expériences au Japon et dans les clubs-écoles de la WWE, le jeune Umaga a 29 ans est maintenant prêt à faire un premier impact à Monday Night Raw à l'été 2002 et à lancer définitivement sa carrière de catcheur, ce qui, en cas de réussite, pourrait lui permettre d'enfin vraiment subvenir aux besoins de sa femme et de ses 4 enfants. Est-ce qu'il va y arriver? C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Et voilà pour l'épisode 1 de notre série sur l'incroyable Umaga, une superstar qui a marqué toute une génération de fans et dont l'histoire n'est finalement pas aussi connue qu'elle devrait l'être, vu à quel point elle est riche, mais hélas, tragique. Dans le prochain épisode, on verra ensemble comment s'est passée sa première période à la WWE, qui est loin de s'être déroulée comme on aurait pu l'imaginer pour un gars avec cet ADN de catcheur et cette grande famille derrière lui. Et vous apprendrez toutes les coulisses de la création d'un des plus gros monstres de l'ère de la Ruthless Aggression. J'ai d'ailleurs une question pour vous. Est-ce que selon vous, la dynastie Anoa'i est la plus grande famille du catch? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, Umaga vous impressionne, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.